Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Alexandre Salomé. Je travaille chez Blackfire.io. Merci au Tilleul pour l'accueil ici. C'est vraiment des chouettes bureaux. Merci d'avoir construit une espèce de meet-up à 5 minutes à pied de chez moi. C'est parfait, quoi. C'est juste parfait. Voilà. Alors ce soir, je vais vous parler de ma stratégie de test. Effectivement, comme l'a souligné Kevin, et comme le souligne le titre de la conf, c'est ma stratégie. Il y a beaucoup de parties pris, vous allez voir à l'intérieur. Il y a des choses que vous allez trouver bien, il y a des choses que vous allez peut-être trouver moins bien. Ce que je tiens à dire, voilà, en préambule, c'est ça. C'est prenez ce qui vous intéresse, retenez les meilleures idées, ce que vous trouvez de meilleur, et le reste, bon, laissez-le. Voilà, je pense que vous pouvez faire votre tri là-dedans. Je vais commencer par une série de petites questions pour un petit peu voir à qui je parle. Qui a déjà écrit des tests unitaires ici? C'est une bonne nouvelle. Qui a écrit des tests fonctionnels ici? Attention, qui a écrit des tests d'intégration ici? Aussi connu comme nom, sous le nom test end-to-end. Voilà, des petites mains qui se lèvent en plus. Dernière question, qui déploie les yeux fermés quand les tests sont verts? Bon. Sur au moins l'un de vos projets, parce que je sais que... Bon, vous l'aurez compris, on va discuter de tout ça ce soir. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on écrit des tests. Et je vais lancer le petit chrono pour m'assurer que je ne déborde pas trop. Pourquoi on écrit des tests? Alors si on écrit des tests, je crois que j'ai appuyé où il fallait pas. Ouais, voilà. Si on écrit des tests en premier lieu, c'est pour des questions de sécurité, parce qu'on va chercher à ne pas mettre en danger le projet, à ne pas casser la production, comme on dit, et aussi à se rassurer avant de déployer, que quand on appuie sur le Go, on soit convaincu de ne pas casser la prod. Tout ça afin, comme je le posais la question, que quand les tests sont verts, on puisse mettre en production sereinement. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de performance. L'objectif, ça va être de gagner du temps, parce que plus on va passer de temps à faire des tests, moins on va déployer. C'est mécanique. Si vous avez zéro effort de test, manuel, je veux dire, vous allez déployer en continu, vous allez dire ouais c'est bon, c'est vert, j'envoie, c'est vert, j'envoie, c'est vert, j'envoie, il n'y a pas de souci. Si par contre, il faut à chaque fois faire des tests manuels, si les tests vous n'avez pas confiance, etc., bah, fatalement, vous allez mettre en production moins souvent, parce que vous aurez à chaque fois un effort à faire, vous allez dire ah, il va falloir tester avant de mettre en production. Donc ce qu'on va chercher en faisant des tests automatisés, justement, ça va être plus performant pour déployer plus rapidement. Et aussi détecter les erreurs le plus vite possible, parce que plus c'est tard, plus c'est cher. Quand vous êtes en développement, vous trouvez un bug, vous le corrigez, vous le committez, ça vous a pris 5 minutes. Quand vous êtes en prod et que vous trouvez un bug, bah, des fois il y a du rattrapage à faire, parce que bah, c'était parti en prod. Vous devez refaire un commit, vous devez refaire une livraison, vous devez retester, etc., etc., ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher de trouver les bugs en production. Autant les trouver avant que ça atteigne la production. Et finalement, le dernier enjeu, c'est un enjeu de qualité, c'est avoir confiance dans son code, c'est se dire ok, je peux y aller, je peux tout péter dans le code. De toute façon, il y a des tests qui me diront si c'est oui ou si c'est non, si ça peut aller en production ou pas. Et éviter le symptôme, on arrive sur le code, on dit ah, j'ose pas trop toucher, je vais peut-être rajouter une ligne là, mais j'ose pas trop. Puis plutôt que de retravailler cette partie, bah, je vais rajouter un patch par-dessus, dire soit c'est le cas habituel et tu vas là, et sinon, voilà, on rajoute un if dans un if, etc., etc., et on arrive à des belles usines à gaz. Voilà, donc l'enjeu des tests, c'est tout ça, c'est de retrouver de la qualité, de la performance et de la sécurité dans son travail. Comment je me résume les différents types de tests? Je les range en 4 grandes familles. La première famille, pour moi, c'est les tests unitaires. Le but du test unitaire, c'est de prendre une petite unité de votre logiciel, ça va être bien souvent une classe, et très vite, très rapidement la tester. Comme c'est petit, ça va vite à instancier, ça va vite à faire 20 tests différents. Et voilà, on est sûr que notre validateur d'adresse email, par exemple, il sait fonctionner pour les 20 cas qui nous sont donnés. Là, c'est une calculatrice. Mais voilà, en tout cas, on teste. On va vite, très vite, et l'intérêt de ces tests, et de toute façon, pour tous les tests qu'on verra, c'est qu'on peut aussi les paralléliser. C'est-à-dire que si faire 100 tests, ça met 2 minutes, on fait 2 fois 50, et en fait, ça fait 1 minute sur 2 machines. La deuxième grande famille de tests qu'on va trouver, c'est les tests fonctionnels. Tests fonctionnels, moi, j'aime bien souligner le fonctionne. Dans fonctionnel, le but des tests fonctionnels, c'est de garantir le bon fonctionnement de l'application. Le bon fonctionnement, oui, mais en conditions ce que j'appelle semi-réelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas être vraiment comme la production. On va voir après pourquoi c'est pas exactement comme la production. Mais le but de ces tests fonctionnels, c'est de prendre l'application, de la poser là, de faire des tests dessus et dire c'est bon, elle fonctionne. Juste cette application-là.
La troisième famille de tests, c'est les tests d'intégration, qu'on appelle aussi les tests end-to-end. Le but de ces tests, c'est un peu ce qu'on appelle des smoke tests. Smoke tests, c'est en hommage aux électriciens et qui prennent un appareil, qui le branchent. Si ça fume, c'est pas bon. Et si ça fume pas, on peut se laisser penser que ça marche. Parce qu'on a fait plein d'autres tests avant. Bah, ici, l'idée, ça va être la même. On a testé notre application, on est rassuré sur son fonctionnement, on va venir la placer dans le système. On va la brancher avec tout le reste et on va regarder si ça fume ou si ça fume pas. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. On lance un script pour vérifier. Si ce script retourne 0, ça veut dire qu'on arrive bien à installer, par exemple, Blackfire. Voilà. Et le fait d'avoir cette application intégrée avec toutes les autres, avec la base de données, avec le serveur de mail, avec peut-être une API tierce, c'est là qu'on va se rendre compte s'il y a des problèmes qu'on n'aurait pas forcément pu se rendre compte avant. La dernière catégorie de tests, voilà, ça, je sais qu'elle va vous faire un peu hérisser. Mais pour moi, elle est très importante, c'est les tests manuels en fait. C'est tous ces tests qu'on fait. Par exemple, si on imagine un site où on peut imprimer une page, bah ça, naturellement, j'ai pas d'idée comme ça qui me vient pour me dire bah, comment je fais pour tester que quand je fais imprimer, c'est joli. Voilà. Je sais pas si vous avez un outil pour tester les trucs jolis, mais voilà. Donc, il faut se dire, il y a une partie des tests qu'on va garder en manuel, parce qu'il faut rester pragmatique. Je pense aussi que c'est intéressant de les garder en manuel tant qu'on n'a pas trouvé une manière simple et rapide de le faire en automatique. Il faut se dire, de toute façon, tôt ou tard, on finira par les faire. Quand, à force de passer 1 heure toutes les semaines à faire ce test, on en aura marre et on se dira, bon, bah, je vais y passer 4 heures, je vais trouver une solution pour l'automatiser une bonne fois pour toutes. Ou alors, ce qui va arriver plus souvent, c'est que les tests manuels ont fini par oublier de les exécuter, se dire, bon, de toute façon, ça marche à chaque fois, je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette fois-ci. Et un jour, ça va péter, et là, on va se dire, bon, bah, ça y est, là, j'ai une bonne raison de l'automatiser, de le faire. Mais voilà, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de marge quand on fait des tests pour des tests manuels. En résumé, la fameuse pyramide de test. Qui connaît la théorie de la pyramide de test? Voilà, donc la magnifique pyramide de test, c'est l'idée de dire on a beaucoup de tests unitaires qui vont couvrir l'exhaustivité des cas. Au-dessus, on a des tests fonctionnels qui prennent ces classes, qui les mettent ensemble, qui vérifient qu'elles ont un comportement cohérent entre elles. Ce gros paquet de classes, ensuite, on le met dans un environnement avec d'autres services. On vérifie que tous ensemble, tout ça s'intègre parfaitement. Et en haut, un petit chouïa de test manuel au cas où. Parce qu'on a envie de se rassurer d'être. Voilà. Donc idéalement, c'est une magnifique pyramide où on en a plus, un peu moins, encore un peu moins, un peu moins, un peu moins. Dans la pratique, c'est un peu plus souvent l'inverse. Voilà. C'est pas une fatalité. Je pense pas que l'idéal ce soit ça. C'est pas ça non plus. Je pense que c'est un truc entre les deux et qu'en fait, en fonction des projets, en fonction des sujets, ça va être un mélange des deux. C'est un équilibre à trouver. Des fois, il y a des applications où les tests unitaires, je trouve que ça sert à rien. Voilà, si l'application elle est bête et qu'elle fait des trucs bêtes, bah, autant faire des tests fonctionnels pour vérifier que ça marche. Unitairement, il y a peu de choses à garantir qui ne seront pas garanties par les tests fonctionnels. Si à l'inverse, vous avez beaucoup de logique, peut-être faire plus de tests unitaires, moins de tests fonctionnels, etc. etc. Il y a un gros sujet quand on parle de tests, c'est les dépendances. Donc les dépendances, c'est quoi? Le cas le plus courant, ça va être notre base de données. C'est-à-dire qu'on fait une belle application en PHP, cette application PHP communique avec une base de données. Bah, mine de rien, en fait, on dépend de cette base de données, de son bon fonctionnement. Donc quand on fait nos tests fonctionnels, on va tester les deux, l'application, la base de données, je les branche ensemble, et je vérifie que mon application fonctionne correctement. Il faut voir cette dépendance comme un parti pris, c'est-à-dire qu'on a fait le parti pris de dire je teste avec la base de données. Ce parti pris n'est pas toujours évident si on prend une architecture peut-être un peu plus évoluée. Ici, on voit qu'il y a la dépendance à la base de données qu'on avait déjà, mais ici, on rajoute, par exemple, une dépendance à un service tiers. Par exemple, on appelle une API GitHub pour créer une issue quand un utilisateur, quand il y a une erreur 500, par exemple, qui arrive dans notre application, je sais pas, c'est un cas parmi tant d'autres. Et en plus de ça, notre application qu'on développe, elle interagit avec une autre application qu'on développe. Par exemple, je sais qu'on aime bien faire une application dédiée pour la gestion des images. Voilà, donc on imagine qu'on a cette application dédiée pour la gestion des images et notre application classique qui fonctionne. Donc là, naïvement, ou en tout cas ce qu'on va faire en premier, c'est se dire, bon, ben, je vais tester tout ça. Bon, pas Internet, il devrait être en dehors du rectangle. Mais voilà, je vais instancier mon application, mon petit service d'image,
ma base de données, évidemment. Ah, là, on sent que c'est un peu bizarre, quoi, que ça devient bizarre, parce que ça veut dire que quand on va exécuter nos tests, dans ce scénario-là, on créerait des issues sur GitHub. Et ça serait un petit peu polluant, on va dire. Une solution plus élégante, c'est de faire des tests avec des bouchons. Les tests avec des bouchons, c'est quoi? C'est dire, bah, mon serveur image, qui lui dépend de l'application A, plutôt que de faire des vrais appels à l'application A, je vais développer un bouchon, un mock, appelé aussi un mock. Donc là, ça va être un mock HTTP qui va simuler le comportement de l'application A pour l'application B. Donc comme ça, quand je vais tester mon application B, elle va parler avec un bouchon, un faux truc. Mais au moins, comme ça, mon application B, je la teste sans tester mon application A. La même à l'inverse, quand je teste A, je bouchonne B, comme ça, je ne dépends pas de B dans mes tests. Je vais bouchonner GitHub, c'est-à-dire plutôt que de l'appeler vraiment, bah, à nouveau, je vais avoir des bouchons qui vont me dire oui, oui, bien créé une issue, c'est tout bon. Et par contre, la base de données, je la garde à l'intérieur parce que bouchonner MySQL ou Postgre, moi je suis pas chaud. Refaire réimplémenter le where, le update, le select, le insert, le order by, le group by, etc. J'ai pas envie de le faire. Donc je vais prendre plutôt ce parti pris de dire ok, bah, je l'embarque. Ce qui nous amène à la question faut-il bouchonner? Quand il faut bouchonner, je pense que le facteur à prendre en compte, c'est le coût, le bénéfice, risque. Enfin, c'est un peu, on dirait du management 1.0, mais en fait c'est ça. Pour MySQL ou MariaDB ou PostgreSQL, le coût est très faible. Aujourd'hui, lancer un de ces services, c'est simplement un Docker Run. Donc c'est vraiment un coût faible. Le bénéfice est énorme parce que pour le bouchonner, ce serait juste un enfer. Donc ça va nous éviter de le bouchonner, donc youpi. Et le risque de le bouchonner, n'en parlons même pas. Voilà, si on prend le cas de GitHub, le coût d'utiliser GitHub, ça va être qu'on va créer des issues bidons, ou alors il va falloir faire un dépôt à part, enfin ça va être un truc un peu bizarre. Le bénéfice de le bouchonner, ça va être qu'au moins on n'en dépend plus, on pourra exécuter nos tests en dehors du réseau, c'est-à-dire qu'on fera plus des allers-retours vers GitHub, on fera tout en local sur notre environnement de développement. Donc ça va être plus rapide. Et ça va nous permettre aussi voilà, de tester le cas où GitHub est à terre. Comment se comporte votre application quand GitHub est à terre? Ça fait partie des scénarios que vous allez pouvoir tester en bouchonnant l'application. Voilà. Faut pas se mentir, bouchonner ça a un coût, c'est un peu plus coûteux que d'utiliser le service. Voilà. Est-ce que c'est intéressant par rapport à ce que ça me coûterait de ne pas le faire? Ou ou est-ce qu'il y a un risque aussi? Ah ben, voilà. Une bonne solution qui existe pour ça, c'est ce WM. Là, j'ai découvert le logo en faisant les slides, c'est WireMock. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous permet voilà, de faire des bouchons HTTP, dire bah, quand tu appelleras cette URL, tu répondras à ça. Quand tu appelleras cette URL, voilà, pouvoir simuler un serveur HTTP. Et voilà, les tests sont plus rapides à s'exécuter parce qu'on ne dépend plus de l'Internet. Je vais en profiter pour prendre un petit mythe qu'on a tous envie. On aimerait tous avoir un environnement ISO production. Qui a déjà entendu ou demandé un environnement ISO production ici? Voilà. Donc l'environnement ISO production, c'est l'excuse qu'on prend quand il y a un truc qui va pas. On dit ah mais l'environnement n'est pas ISO prod. Sur un petit projet, voilà par exemple le site de ma maman, on peut se permettre d'avoir un site ISO production. Le code il fait 30 kilooctets, la base de données elle en fait 40. Oui, oui on peut. A contrario, si on prend un projet comme Google par exemple, je crois que ça va être dur pour eux d'avoir un ISO prod. Je pense pas qu'ils aient une terre quelque part dans l'univers où ils ont redéployé 60 millions de enfin 6 milliards de robots qui cliquent sur Internet. Donc le mythe de l'ISO production, pour moi, il tient pas la route. Il y a un moment où effectivement on peut l'utiliser, mais il y a un moment où on doit décrocher et dire ok, on peut plus avoir de l'ISO prod à notre échelle, c'est plus possible. Il y a deux cas de figure à ce moment-là. C'était un de chez mes anciens clients qui disait si vous trouvez une différence entre la production et la pré-production, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on l'a fait exprès et que ça ne doit pas vous embêter. Par exemple, la base de données est moins grosse en pré-production, il y a moins de données. Vous n'allez pas retrouver toutes les commandes des clients depuis la création. Ça peut être, par exemple aussi, les envois de mail. On ne va pas faire les envois de mail parce qu'on ne veut pas envoyer des emails aux clients ou envoyer des emails en masse. Il y a moins de serveurs. En prod, on a 50 serveurs. En pré-prod, bon d'accord, on en a mis que 3. Parce qu'en même temps, pensez bien au coût. Ce serait un peu
Ça. Mais normalement, toutes ces choses-là ne doivent pas nous embêter. Et le deuxième cas de figure, ce que disait ce client, c'est si c'est pas isoprod et que c'est pas fait exprès, bah dans ce cas-là, c'est peut-être un problème en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore identifié et sur lequel on doit travailler parce qu'il n'y a que ces deux cas de figure. Soit c'est isoprod, soit c'est un parti pris qu'on a fait exprès de réduire pour s'éviter des coûts, s'éviter bien souvent des coûts. Ça coûte cher de construire une deuxième planète. Voilà, donc isoproduction, dès qu'on vous reparlera d'isoproduction, dès que vous entendez parler d'isoproduction, dites-vous bien que c'est pas toujours valable et sur les gros projets, ça n'a pas forcément de sens. C'est votre problème s'il survient en pré-prod. Attends, je l'avais pas répété ça, mais s'il survient en prod et qu'il survient pas en pré-prod, ouais, voilà, il y a peut-être un problème. C'est soit une différence voulue, soit bon, on passe à la suite. Les tests unitaires. Les tests unitaires, je disais, le gros avantage, c'est qu'en une milliseconde, on peut tester par exemple 20 scénarios différents, pour le peu qu'on ait suffisamment isolé ce traitement. Pour faire des bons tests unitaires, je pense, il y a cet aspect garder une pièce isolée du logiciel. Ne pas tester 12 classes en même temps. Avoir un code simple qui teste un code simple. D'ailleurs, c'est un bon indicateur, je trouve, pour savoir si notre code est bien fait, si le test unitaire commence à s'allonger, s'il y a 30 lignes de préparation pour arriver au test de notre code, souvent ça pue. Si vous utilisez Symfony et WebTestCase, à mon sens, WebTestCase n'est pas un test unitaire. WebTestCase, il va construire un kernel avec tous les services, il va avoir le conteneur, etc., etc. Unitaire, unité, ça sent pas l'unité pour moi. Enfin, en tout cas, ça sent pas la petite pièce logicielle, ce WebTestCase. Donc pour moi, les WebTestCase, c'est bien des tests fonctionnels et non pas des tests unitaires. Euh, Voilà, il y a un genre de test que je déteste, c'est quand on a une couche service qui travaille avec l'entity manager, le mail service, qui travaille avec le serializer, le logger, tous ces trucs qu'on injecte. Je sais pas si vous voyez la classe en question. Vous injectez tout ça là-dedans, et puis là vous allez faire un petit traitement qui va ressembler à peu près à ça. Vous allez dire, voilà, je sauve l'utilisateur en base de données, et après j'envoie un mail. Voilà, et résultat, on se retrouve avec 30 lignes pour moquer les repositories, injecter les repositories moqués dans l'entity manager, qui lui-même est moqué, qui va être injecté dans un autre manager, qui lui-même sera moqué, et passer à ce service. À mon sens, ça n'a pas trop d'intérêt, ce genre de méthode, de les tester. Il y a peu de risques. Enfin, en tout cas, celle-là, très précisément celle-là, moi, j'y vois aucun risque. Là-dessus, ce que je vais faire, en fait, c'est que je ne vais pas m'appuyer sur les tests unitaires pour aller tester ce morceau de code. Je vais plutôt compter sur les tests fonctionnels. Là, on est sur le scénario d'inscription. Si j'arrive à m'inscrire, bah, c'est bon, ce code, je sais qu'il est testé. J'ai pas besoin d'avoir du coverage dessus. J'ai besoin d'avoir un test fonctionnel qui me dit OK, ça marche. Ça marche, ce morceau de code marche là. Les tests fonctionnels. Mon outil fétiche pour les tests fonctionnels, ce que je fais, je pense, depuis que ça existe 9 fois sur 10, c'est BIAT. Voilà. Ce que j'aime avec BIAT, c'est que ça permet d'exprimer dans un langage quasi naturel. C'est pas tout à fait naturel quand même. Ça nous oblige à rester simple parce qu'on peut pas faire des trucs compliqués. Enfin, on peut en fait, on peut faire des trucs compliqués sur BIAT, mais en tout cas, à la base, l'outil reste simple. Et mon premier test, souvent, que je vais développer avec BIAT, c'est celui que vous voyez là. Dire quand je vais sur la page d'accueil, je vois un texte de la page d'accueil. Ce test, il paraît tout bête. On se dit, ouais, bon, ça va pas tester grand-chose. Mais mine de rien, ça veut dire que le header se rend bien, le footer se rend bien, le conteneur est bien construit, les paramètres du conteneur, ils marchent. Ça veut dire plein de choses en fait. Juste, je vois un texte sur slash. Donc c'est bien souvent ce premier test que je vais écrire. Des fois même, je crée juste un endpoint qui s'appelle hello pour dire bonjour à l'API. Et, euh, et comme ça me permet de vérifier que l'appli répond, qu'elle va bien. Les données de test aussi, ça c'est un sujet auquel on est souvent confronté. Les données de test, pour moi, on a plusieurs stades en fait quand on utilise des fixtures. C'est bien, j'avais peur que vous ne voyiez pas là, mais en fait vous avez la télé. Parfait. Euh, Au début, on commence par se dire, bah, on va copier les données de la prod, au moins c'est isoprod, donc c'est pratique. C'est le premier stade. Et souvent, là, on se retrouve à se dire, ah, il faut anonymiser les données. Ah ouais, mais je veux pas toutes les données de la prod. Ah ouais, mais j'ai besoin que le script il soit actualisé automatiquement. Ah ouais, mais quand je modifie le schéma, bah du coup, c'est pas modifié en local. On a ce genre de problème avec les données de production, et c'est là qu'on commence à se dire, ah, bah tiens, je vais mettre en place des fixtures. Donc on fait des fixtures, des belles petites données de test. Euh, Vous voyez ce que c'est les fixtures au moins? Je dis pas, ouais, je vois des gros oui. Euh, mais là, on a un petit problème arrivé à ce niveau-là, c'est que
ben, par exemple, on a un test qui dit quand je supprime tous les utilisateurs, il m'affiche qu'il n'y a plus d'utilisateurs. Mais du coup, on arrive sur le test d'après, il dit ah mais il n'y a pas d'utilisateur en fait, donc je peux pas faire le test. Donc à ce moment-là, la bonne idée qu'on a, pour pas trop se fatiguer, c'est de dire bon bah on va recharger les fixtures entre chaque test. Voilà. Sauf que quand chargez vos fixtures, ça prend 10 secondes parce que vous avez beaucoup de fixtures et que vous avez 100 tests, bah, si vous faites la multiplication, ça fait déjà 16 minutes, ça passe son temps à recharger des fixtures. Ce qui peut être assez long et pénible, c'est peut-être un souvenir vécu pour certains ou certaines. Et pour moi, l'étape d'après, enfin, comment j'ai fait pour sortir un peu de cette étape-là, c'est de me dire, bah, ok, maintenant tous mes tests, en prérequis, ils vont poser les données dont ils ont besoin. Un test, n'importe quel état de données, quelle que soit la donnée que j'ai dans mon application, quand mon test va se lancer, bah, c'est à lui, c'est sa responsabilité de se créer ce dont il a besoin pour faire son test. Donc voilà, le test est autosuffisant et permet, voilà. Et un autre truc qui est cool, c'est ça, c'est que ça va nous permettre de trouver d'autres problèmes. C'est-à-dire que comme on arrive dans un état imprévisible et qu'on fait quelque chose de déterminé, bah, des fois on se rend compte que ah bah tiens, il y a un conflit en fait quand je crée mon utilisateur. Si j'ai, je sais pas, déjà un utilisateur qui a le même username, bah en fait ça marche. Ah oui, j'avais oublié de mettre la contrainte d'intégrité en fait sur username et ça fait des comportements foireux, bizarres, pardon, derrière. Donc moi, c'est aujourd'hui le parti pris que j'ai, c'est dire chaque test crée les données, crée ce dont il a besoin. Et comme je disais, souvent ça permet de détecter d'autres problèmes, des deletes en cascade aussi qui ne sont pas détectés. On ne fait pas souvent de delete dans nos tests. Et voilà, et je vais me forcer toujours sur les tests BIAT de garder les tests le plus simple et le plus, comment dire, ouais, le plus simple possible. Voilà, en fait, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais faire ces petits tableaux comme vous voyez là. Et en fait, je vais dire, bah voilà, par exemple là, je vais sur une page de modération, je dois avoir normalement le nombre de commentaires qui sont modérés. Bah, je vais dire, voilà, étant donné les postes suivants, et là il va créer juste ces postes-là. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter des colonnes. Souvent, rajouter les colonnes au fur et à mesure. Je vais me dire, bah tiens, sur ce poste-là, j'aimerais bien pouvoir dire qu'il est désactivé. Hop, je rajoute une colonne disabled. Toutes ces colonnes, je les mets en optionnel, ce qui fait que quand j'écris un nouveau test, je peux ne juste passer que le name. Et, euh, et comme ça, j'ai la possibilité de mettre plein de fonctionnements. En discutant ce midi avec les collègues de chez Sensio Labs, ils ont donné une autre idée, je trouve, qui est pas mal. J'ai pas eu le temps de mettre à jour les slides pour leur piquer l'idée. Mais elle est vraiment bien, c'est de se dire, bah en fait là, on claque carrément un YAML. Il y a Alice Fixtures Bundle, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui l'utilisent, voilà. Bah, de se dire là, en fait, mettre carrément le YAML du test ou mettre un lien vers un fichier qu'on va charger avec Alice. Et dire, étant donné cette fixture-là, je la charge, etc. Donc je pense qu'il y a une bonne chose. En plus, il y a la possibilité d'utiliser des providers, si je me souviens bien. C'est des providers, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Utiliser les providers pour créer des nouveaux types ou étendre justement les ça. Parce que ce que je disais, moi, le gros intérêt que j'ai avec ce genre de tableau, c'est ça. C'est ce truc-là, c'est-à-dire que je crée un post et dessus, je vais mettre 10 commentaires. Et donc il va créer des objets comment associés à l'objet post. Et dans Alice, moi, naïvement, je me disais, bah, ça, c'est pas possible. Et c'est là qu'on m'a dit qu'en fait, si, c'est possible avec les providers. Ensuite, les tests d'intégration. Je vais être honnête, c'est les tests que je mets moins souvent en place. Pas très souvent même. En fait, je vais plutôt commencer à les mettre quand il y a des problèmes qui arrivent. Ça va être en réponse à quelque chose. Voilà. Et si je peux pas les adresser par un test unitaire, un test fonctionnel, là, je vais me dire, bon, bah, ça y est, c'est le moment, je dois le faire, un test d'intégration, c'est parti. On peut les exécuter moins souvent, se dire, bon, bah, on les fait, je sais pas, à chaque release plutôt qu'à chaque commit, on va les jouer à chaque release. On va voir pourquoi. Les premiers tests pour moi d'intégration qui existent, ça va être des tests métiers. Donc je vous rappelle, notre application, on l'a testée fonctionnellement de manière isolée, on sait qu'elle fonctionne, on la pose dans son système, on la branche avec les autres, il n'y a pas de fumée qui sort. Et là, l'objectif, ça va être de dire, bon, ben, par exemple, je peux bien, accéder au login, je peux bien faire toute la cinématique dont on a parlé, où je m'inscris, je reçois un mail, etc., etc. Et avec Cypress, ce que j'aime bien avec cet outil-là, c'est que c'est très visuel. Vous avez une belle interface, le scénario qui se dégoule à gauche, vous avez le navigateur à droite, vous voyez les trucs qui bougent et tout. Ça vous fait des petites vidéos. Voilà, ça peut très bien être fait aussi en BIAT. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu des tests d'intégration faits en BIAT. Et ces tests, on va les jouer sur la pré-production ou aussi tout simplement sur la production. Il y a pas, il y a moyen, il y a moyen. Euh,
Je travaillais dans une société de covoiturage qui faisait les tests en pré-production, en production, pardon, et qui en fait créait des trajets de covoiturage pour 2030, 2040, 2050, ce qui fait que personne ne les voyait en prod. Puis de temps en temps, bah, on purgeait, quoi. Enfin, on y allait, on se disait, bon, bah, on va peut-être les supprimer, ces trajets. Voilà, faut rester pragmatique. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette histoire-là, c'est que c'est du pragmatisme, en fait. C'est que bah, ça permet de tester en production sans mettre en péril la production. Donc oui, d'un point de vue pur, selon les règles, les dogmes, ça ne va pas. Mais en fait, dans la pratique, c'est pratique, quoi. Donc, faut rester pragmatique. Et tests d'intégration, ça peut aussi être des tests de performance. Vous allez être capable de dire, par exemple, bah, ma page d'accueil, moi, elle doit toujours répondre en moins de 50 millisecondes. Ça, c'est super important. Par exemple, si vous êtes sur un site e-commerce, on associe souvent le temps de réponse à l'argent. Voilà. Bah, grâce à un outil comme Blackfire, on est capable de dire, OK, la page d'accueil, elle doit répondre en temps de temps. La page produit, elle doit répondre tout aussi rapidement, elle doit faire moins de requêtes, enfin moins de 10 requêtes, je crois, dans l'exemple. Ouais. Et utiliser moins de 10 mégas. Donc voilà, ça va permettre de faire de la performance sur une page précise. Toujours dans l'idée de la performance, on peut aussi tout à fait utiliser un outil comme Gmeter par exemple, qui va vous dire, bah, on déploie par exemple en pré-production et on fait un test de charge dessus pour s'assurer que la performance de l'environnement, elle tient quand j'ai 1000 utilisateurs qui font une recherche, 2000 sur la page produit, 3000 sur les pages de catégorie. Et donc voilà, l'objectif c'est vérifier une fois déployé que la performance est correcte sous une charge donnée. Voilà, c'est un outil qui est assez intéressant, très compliqué à prendre en main, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment faire ce que je viens de dire. C'est-à-dire, bah, j'ai 1000 personnes qui font des recherches, j'en ai 2000 qui font ça, créer des populations comme ça et les lâcher en même temps, ça fait du bien. Je voulais vous partager aussi quelques expériences atypiques, comme on dit dans le monde de l'immobilier. Des expériences atypiques que j'ai eues en expérience de test, en faisant des tests. Une librairie que j'ai fait qui s'appelle Mailcatcher, je pense qu'il y en a certains d'entre vous dans la salle qui la connaissent. C'est une librairie qui vous permet en BIAT dans votre application de Symfony via Mailcatcher, qui est un petit service très pratique, un bouchon de mail, un bouchon SMTP. Voilà, c'est un bouchon SMTP. Et donc en fait, ça vous permet de dire, bah voilà, quand je vais sur le site et que je m'inscris et que j'appuie sur m'inscrire, et alors je reçois un mail, et quand je clique sur le lien dans le mail, alors je suis redirigé sur une page qui me dit vous êtes inscrit. Et voilà, j'ai fait ma test de cinématique. Ce test-là, à partir du moment où il sera vert, je n'irai pas vérifier en prod qu'on peut bien s'inscrire. Parce que fonctionnellement, je l'ai garanti, je me fais plus de soucis. Mais voilà, c'est bien un outil qui est fait pour les tests fonctionnels. Comme je vous disais, là, on bouchonne l'envoi de mail. Une autre expérience que j'ai eue là, c'est quand j'ai travaillé pour Auchan. C'était d'automatiser Ansible. Donc Ansible, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de provisionner des machines. C'est-à-dire, je prends un Ubuntu vierge, par exemple, ou un Debian vierge, et dessus, je vais installer Nginx, je vais installer PHP, MySQL, je vais les configurer, je vais redémarrer les services, je vais les éteindre, je vais changer la conf et tout et tout. Et en fait, on utilisait beaucoup ça, mais j'étais un peu embêté parce que du coup, on faisait des trucs qui allaient modifier la prod, qui allaient modifier un peu tous les environnements. Mais j'avais rien pour les tester, pour me rassurer sur c'est bon, ce que tu as modifié, ça va pas tout péter. Tu peux le pusher. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil en BIAT, voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup BIAT, qui nous permet de faire des tests automatisés en Ansible, de dire bah, tu crées deux machines, et là à ce moment-là, il instanciait deux machines Vagrant. Donc Vagrant, c'est un outil pour manipuler VirtualBox. Et instancier deux machines Vagrant, il appliquait Ansible dedans, et après je disais bon bah lui c'est le master MySQL, tu crées une table, ok, et va lire sur le slave, est-ce qu'il y a une table? Oui, bon bah s'il y a ça, ça veut dire qu'il communique bien, ça veut dire que tout va bien, c'est déjà énorme quoi. Donc ce qui fait qu'en quelques lignes, bon, je vous ai volontairement, enfin c'est pas le vrai test, hein, parce qu'il y a un peu plus à faire quand même que ça, mais c'était pour vous montrer l'idée, dans l'idée qu'on peut vraiment tout tester si, s'il y a besoin quoi. Euh, Une dernière expérience, la moins intéressante, c'est une librairie que j'avais développée qui s'appelle, c'est pour WebDriver. C'était une extension BIAT, c'était à peu près en même temps que Mink qui sortait. Mais à ce moment-là, il y avait des petits trucs qui me manquaient dans Mink. Cette mécanique de retry, de dire bah si t'as pas trouvé le texte, attends, en fait, il va peut-être arriver. Donc tu réessaies, tu réessaies.
Les sélecteurs faciles, parce que dans Ming, des fois, on devait passer des ID obligatoirement. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir des trucs pour dire facilement ID, CSS, etc., etc. Et aussi, une autre extension, c'est de rajouter une capture d'écran dans le test BIAT quand il y avait un échec. Voilà. C'est quelque chose que j'avais développé pour BIAT 2. Ouais, on est en combien? On est en BIAT 3, je crois, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et pour BIAT 2, ça n'a jamais été porté en BIAT 3. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple Cypress qui est beaucoup mieux pour toutes ces facilités. Et le travail qui est fait dans Mink est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant qu'utiliser ce truc-là. Par exemple, dans Mink, vous avez donc c'est on va dire la manière standard de faire du navigateur dans Biat. Et vous allez avoir plein d'extensions qui vont s'ajouter par-dessus, avec notamment Biatch ou j'ai cru entendre parler de Friendly, les Friendly Context aussi. Voilà, donc comme je disais, c'est la moins intéressante parce qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais voilà, dans cette idée de dire voilà, si les outils de test vous conviennent pas, bah, mettez un peu la main à la pâte et testez, faites des choses. Faites des choses. Je vous expliquerai à la fin comment réussir à faire rentrer ça dans le planning. Voilà, un dernier petit outil, c'est Biat Launcher. C'est un outil pareil, à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas maintenu depuis plusieurs années et qui permettait de lancer des tests Biat depuis une interface web. Là, c'était le métier qui avait un métier de QA, qui avait des difficultés, qui disait non, mais les outils en ligne de commande, c'est pour toi développeur, mais nous les gens de la QA, en fait, on travaille avec la souris, on travaille pas avec le clavier. Et donc en fait, en faisant ce petit outil, bah, ils se sont mis à écrire en fait des scénarios BIAT, à prendre plaisir à les jouer, à les lancer, à les cliquer, etc. Donc c'est voilà, rendez accessible, c'est dans l'idée de rendre accessible les tests pour l'ensemble de vos équipes, quoi. Un petit cas pratique, je vais essayer d'aller vite pour un peu illustrer tout ce qu'on vient de se dire. Donc le cas pratique c'est quoi? On veut faire un petit formulaire tout simple dans lequel on met son username GitHub. Derrière ça clone les dépôts. Ça va faire une petite analyse avec une formule qui est pas intéressante de détailler ici et qui vous donne le score. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'utilisateur, il va avoir son formulaire où il tape son identifiant. Il se fait rediriger vers une page d'attente. En arrière-plan, on lance une commande. Et après, il se fait rediriger pour dire, bah ça y est, les résultats sont prêts, vous allez avoir votre note. Au niveau du framework, vous avez le choix du framework, mais la structure sera toujours la même, une bête table avec 3 colonnes, nos 3 contrôleurs et une commande qui va tourner en arrière-plan pour faire tourner ça. Le code un peu plus métier, comment là je le structurerai, je commencerai par faire une classe GitHub Analyzer, donc je vous rappelle la logique, je prends le username, j'appelle l'API pour avoir ses dépôts, je fais un git clone de ses dépôts, je fais un petit calcul avec les fichiers. Cette logique-là, je la mettrai dans un GitHub Analyzer, mais toute la partie plomberie qui va être appeler l'API plus cloner les dépôts, je m'en abstrais en mettant une interface devant. Voilà. Je pense que ça fait penser à du DDD ou du étoile DD, je sais plus quoi. Voilà. Je disais, je suis pas très fort hein, pour les règles. Donc le code, ça va ressembler à peu près à ça. À peu près parce qu'il en manque la moitié. Mais ce que je voulais montrer ici, voilà, c'est que cette classe, elle se construit avec le fetcher. Et le fetcher, on va d'abord lui demander, donne-moi la liste des dépôts de cet utilisateur. Et pour chacun de ces dépôts, copie-le moi en local. Là, en fait, il manque du code qui fait la tambouille. Et à la fin, je renvoie le résultat. Mais au moins, ce code-là, il est découplé de la plomberie. Il est suffisamment abstrait. Et la plomberie, je vais la cacher derrière une interface. Je vais dire, ok, bah en fait, j'ai deux choses à faire. Récupérer la liste des dépôts, copier un dépôt dans un dossier local. Une fois que j'ai fait ça, tout le reste GitHub Analyzer, là le code qu'on a vu juste avant, c'est très facile ce qu'il a à faire. Donc je vais l'implémenter de manière effective en faisant un GitHub Repository Fetcher qui va appeler l'API et le copy-to qui lui va vraiment faire des git clones des dépôts. Et la petite astuce, ça va être de faire une deuxième implémentation qui, elle, va se construire avec un dossier. Dans ce dossier, on va imaginer qu'on aura un dossier pour chaque utilisateur, un dossier Alice, un dossier Bob, un dossier Charlie. Et dans chacun de ces dossiers utilisateurs, on va créer des dossiers pour chaque dépôt. Et dans chacun de ces dossiers dépôts, on va faire des différents cas. Voilà. Et en fait, voilà, le Static Repository Fetcher, plutôt qu'appeler GitHub, il va travailler totalement en local, de manière très simple. On pourrait faire un in-memory
in-memory, même chose, donc il se construit avec un tableau statique. Mais alors là, représenter un dépôt Git dans un tableau, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué. Au moins un dossier, ça reste assez simple. Au niveau des tests unitaires, le GitHub Analyzer, la classe GitHub Analyzer qu'on a vu au début, je lui ferai un test unitaire en utilisant justement ce static repository fetcher. C'est-à-dire je lui passe le static repository et je vais tester tous les cas. Dans mon dossier, je vais avoir un dossier où il n'y a pas de dépôt, je vais avoir un dossier où il y a un seul dépôt mais il n'y a pas de Travis, un dossier où il y a 200 tests, un autre dossier où il y a 200 classes mais il n'y a pas de tests. Et grâce à ça, je vais être capable de tester, de dire ok, bah dans ce cas-là, normalement tu dois renvoyer 0, là normalement tu dois renvoyer 10, là normalement tu dois renvoyer ça. Et je l'ai mis en bonus, c'était de me dire GitHub Repository Fetcher. On peut peut-être aussi le tester via des mocks. Donc là, attention, mock PHP Unit à distinguer des mocks wire mock dont je parlais avant. Mais voilà, il y a possibilité aussi de faire un test unitaire là-dessus pour vérifier qu'il appelle bien l'API et qu'après la méthode, comment elle s'appelait déjà, copy-to, que la méthode copy-to, elle lance bien un appel à un git clone aussi pour cloner le dépôt. Voilà, c'est du bonus ça. Ce que je vais faire après, ça va être donc sur les tests fonctionnels, je vous rappelle la pyramide, on part du bas, on va vers le haut. Les tests fonctionnels, là-dessus, je vois deux possibilités. La première, c'est d'utiliser ce fameux static repository fetcher, parce qu'en fait, c'est quand même bien pratique d'avoir tout dans un dossier en local, et c'est statique, c'est versionné et tout. L'autre solution, ce serait de faire un GitHub, d'utiliser la classe GitHub repository fetcher avec le wiremock dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Personnellement, je préfère la version statique, parce qu'au moins, ça me paraît plus simple, en tout cas. Plus simple à expliquer que dire en fait là il appelle pas vraiment GitHub, il appelle des bouchons et en fait derrière je lui renvoie une URL d'un dossier qui est en local, il fait un git clone d'un dossier local. Donc ouais, static repository fetcher, je pense que c'est plus simple. Au niveau des tests fonctionnels, donc voilà, on a parlé de la solution. J'aurais juste deux scénarios où je dirais quand je suis sur slash request que je remplis ça, que j'appuie sur test, je dois voir, on construit tes résultats. Ensuite, la phrase suivante, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle lancerait l'outil en console qu'on a vu juste avant, là, qui analyse les dépôts. Et une fois que cette commande est terminée, je dirais, bah, normalement, là, tu dois voir ça. Et ton score, ça doit être ça. Vu qu'on est sur quelque chose de statique, la note ne changera pas. Je n'hésiterai pas à mettre cette là. Deuxième scénario que je ferais, ce serait pour un utilisateur qui n'existe pas. Pour me garantir que si quelqu'un va et tape n'importe quoi, ben, il n'a pas une erreur 500. Et voilà. Au niveau des tests d'intégration, là, vu le projet, je ferai un isoprod, un environnement isoprod. Soyons fous. Et voilà, avec Cypress, je vais vérifier que ça marche. Je ne vais pas aller jusqu'à vérifier la note. Je vais m'appuyer sur les tests qui ont été faits en amont. Je sais que ça a été testé avant ça. Je vais juste vérifier qu'il arrive à parler GitHub. Qu'il arrive à parler, qu'il arrive à faire les git clones. Je n'ai pas besoin de vérifier tout le reste. Ça a été garanti avant. Même le test KO, au final, je ne vais pas le tester. Parce que là, test d'intégration, ce qui m'intéresse, c'est vérifier qu'il parle bien avec GitHub. Que GitHub dise ah bah non, j'ai pas trouvé l'utilisateur. Ah bon, d'accord, dans ce cas-là, je dois faire ça. Ça a été testé avant. Donc, j'ai pas besoin de le retester en test d'intégration. J'en profite pour parler d'une fonctionnalité de Cypress que j'ai jamais utilisée mais qui a l'air trop cool. Ça s'appelle le visual testing. Le visual testing, c'est dire bah, ce bloc-là, tu retiens à quoi il ressemble, et la prochaine fois que j'exécute le test, ça doit ressembler, ça doit être pareil. Ça peut être intéressant, je pense, dans certains cas. Voilà, donc là, je ferai, je pense, un peu de visual testing pour le style. Et au niveau des tests manuels, pour l'instant, aucun. Je pense qu'après la première mise en prod, quand même, j'en ferai un. Voilà, pour me dire, bon, ça marche. Donc résultat, en continu, à chaque commit, on va faire les tests unitaires, les tests fonctionnels, qui vont fonctionner complètement en isolé du reste, du GitHub notamment. En déploiement continu, pré-production. Quand je déploie en pré-production, ça lance les tests d'intégration. Si les tests d'intégration sont verts, je déploie en prod et je les relance quand même pour me rassurer derrière les tests d'intégration sur la prod. On n'est pas à l'abri d'un paramètre qui saute ou d'un truc. Voilà, ce qui fait qu'avec ça, on a un pipeline. J'adore les cas d'école parce que les cas d'école, ça paraît facile, mais dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Mais bon, voilà. Les conseils maintenant pour un peu résumer ce que vous devez apporter de cette présentation. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'écrire un premier test, que ce soit un test unitaire, un test fonctionnel. Je vous ai montré un test fonctionnel tout simple sur la page d'accueil.
voilà, écrivez-le. À partir du moment où vous faites quelque chose plusieurs fois manuellement, automatisez-le. C'est comme ça que vous allez gagner du temps pour consacrer votre cerveau à autre chose. Travaillez sur des tests isolés, qu'on puisse exécuter n'importe quel test dans n'importe quel ordre, ça vous apportera de la parallélisation, ça vous apportera de la fiabilité aussi, pour pas vivre ce qu'on voit souvent, qui est bah, le test il est vert, mais bizarrement quand je le lance en premier, il est rouge. Voilà, donc évitez ça en faisant en sorte que vos tests soient le plus autonomes possible. Ne testez pas vos dépendances, Doctrine, Postgre, etc., etc. Faites-leur confiance, ça marche, ils ont leurs tests déjà. Donc vérifiez-vous votre métier, est-ce que vous avez besoin de tester. 4 couches, 4 rôles, unitaire, fonctionnel, intégration, manuel. Donc les tests unitaires pour tester le KOK, le KKO, le KKO1, KKO2, KKO3, etc. Par exemple, email valide, email invalide parce qu'il est vide, invalide parce qu'il n'y a pas d'arrobase, invalide parce qu'il n'y a pas de domaine, etc., etc. Fonctionnel pour vérifier les cas nominaux, le cas email valide, email pas valide, parce que blablabla, mais on va pas aller retester tous les blablabla, ça a été testé en unitaire. Le test d'intégration, juste pour vérifier que ça communique, donc on prend juste un seul cas. Et test manuel en dernier recours, si jamais vous avez des doutes. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas négocier les tests avec vos PO, vos managers. Peut-être, enfin, vous pouvez en discuter éventuellement avec vos SM, mais c'est quelque chose sur lequel je pense que vous ne devriez pas négocier. Et dire ça, ça fait partie de mon travail de développeur. En fait, quand je développe, je fais des tests automatisés parce que j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'être sûr que ça marche. Voilà, je peux pas développer sans test. Personnellement, je compte à peu près 10 à 20% de temps de test. Je pense que c'est un bon. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ratio. C'est avec ça que je me rassure. Et voilà. Et après, plus le temps passe et plus on tend. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début d'un projet, ça prend un peu de temps, mais après, au contraire, ça s'affine. Et là, la petite astuce que je vous donne pour avoir du temps pour faire vos tests, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Mafia Time. En fait, ce Mafia Time, c'est ce temps qu'on utilise aujourd'hui tous les jours pour aller un peu sur Facebook, un peu sur Twitter, un peu sur Reddit, etc., etc. Donc c'est du temps non déclaré à l'employeur ou au chef. Et en fait, on a cette capacité en tant que développeur de faire disparaître du temps. Enfin, en tout cas, de passer un peu de temps. Donc, si vous voulez continuer à aller sur Twitter, allez-y. Mais essayez de gratter encore un peu de temps pour faire le test. Si on vous dit faites pas de test, vous dites ok, je fais pas de test, je fais pas de test. Puis faites-en. Voilà, faites-en pour vous. Ce sera utile. Ça sera utile déjà à vous parce que ça vous fait gagner du temps, puis fatalement ça profitera aussi à toute l'équipe. Et dernière chose que je veux vous donner avant de partir, c'est une citation que je donne souvent, c'est pas de test, pas de garantie. Si on vous dit de fais pas de test, ok, pas de garantie. Je peux rien promettre. Voilà, si on vous demande de faire des fonctionnalités, mais derrière on vous dit bah non, on n'a pas de temps pour faire des tests automatisés, ok, bah faudra tester à la main à chaque fois. Chaque fois que je fais une modification, même si c'est qu'une ligne, il faudra tout retester parce que moi je suis pas sûr. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, une devise que vous pouvez sortir à chaque fois qu'on vous dit pas de test, vous dites ok, pas de test, pas de garantie. C'est vraiment un bon moyen de se résumer la chose. Voilà. Et dites pas oui, oui, ça va marcher, j'ai modifié un truc, ça va marcher. Ça marche jamais du premier coup. Chaque fois qu'on modifie du code, ça marche pas. Il y a qu'en le testant qu'on arrive à savoir si ça marche ou pas. Quoi. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma devise, ça, pas de test, pas de garantie. Ça marche assez bien, c'est assez facile. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à la coopérative des Tilleuls, ouais, bravo les bureaux, merci l'accueil. Comme je disais, merci d'avoir construit ça juste à côté de chez moi. Voilà, j'espère qu'on aura une piscine à boules la prochaine fois quand même, parce que ça peut être sympa. Merci à Cécile quand même pour tout, je sais pas où elle est là-bas. Voilà, pour toute l'organisation, parce que c'est quand même un gros boulot qu'elle fait. Et puis merci à vous aussi d'avoir écouté, de m'avoir supporté pendant 42 minutes 13. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Kevin, je me doutais bien. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Donc, juste une question aussi, j'aime beaucoup Biat, Concomber et tout ça. Ouais. Par contre, ce qui m'interroge, c'est vachement bien quand c'est des gens non techniques qui écrivent les récits utilisateurs et puis qu'on les teste. Mais par exemple, là, sur l'exemple avec le playbook Ansible qui est testé avec Biat, c'est quoi l'intérêt d'utiliser Gherkin qui est quand même hyper fastidieux à écrire plutôt que de faire écrire ça en JS, PHP ou n'importe quoi d'autre? J'ai oublié d'en parler, c'est écrit dans mes notes, mais je ne l'ai pas écrit là.
En fait, il y a Ansible qui a sorti un outil maintenant qui s'appelle Molecule pour faire ça. Et c'est pas du Gherkin, c'est pas du Ansible, c'est du Python. Ils utilisent un outil qui s'appelle Test Infra et c'est beaucoup mieux. Comme je disais, moi je suis peut-être un fétichiste de BIAT. Et c'est pour ça que j'utilise toujours cet outil. Mais clairement, voilà, avec des outils comme justement Molecule, on va tomber sur un langage Python avec Test Infra. Et ça donne plus de flexibilité et de possibilités, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci pour la présentation. À un moment donné, tu parlais que chaque test était dépendait de ses propres données. Ouais. À partir de quel moment, De si non, tu le ouais. fais, vides-tu la base de données par rapport à ça? Et quel est l'impact Ouais. vis-à-vis des performances? Par exemple, le cas où comme je disais, le scénario, ce serait quand je n'ai pas d'utilisateur, alors je dois avoir un message qui dit pas d'utilisateur. Là, on est obligé de vider la base de données des utilisateurs. L'impact sur la performance, il est évident, parce qu'on va supprimer tous les utilisateurs, et s'il y a des tests qui repassent derrière, ils vont recréer les utilisateurs. Mais ce que je me dis, c'est que cet effort pour juste travailler sur la table d'utilisateur sera moins important que le reset fixtures qui va supprimer toutes les tables et re-remplir toutes les tables. Et en plus de ça, étant donné que je n'ai pas d'utilisateur, bah là, il va remplir toute la base de données, puis après on va resupprimer tous les utilisateurs. Donc en fait, c'est pas l'idéal toujours. Enfin, je veux dire, parce que là, oui, voilà, on supprime tous les utilisateurs, donc ça a un coût forcément. Mais pour moi, c'est moins coûteux que les autres stratégies là que j'avais listées ici, qui étaient, enfin voilà, dans toutes les stratégies, je vois pas de meilleure manière de faire. Après, ce que je me dis là, c'est que si tu as beaucoup de tests et que tes tests commencent à devenir longs à cause de ces resets, etc., tu peux paralléliser. Tu peux dire, bah, j'exécute la moitié, voilà, tu multiplies les ressources que tu alloues, forcément, ça va plus vite. Une autre stratégie, ce serait j'avais fait un article de blog là-dessus, c'est de se dire, enfin, c'est ce que je faisais sur les petits sites tout simples, les petits sites tout bidons. En fait, au début, et ça ne marche que si on n'est pas dans un navigateur, c'est ce qu'on s'était dit ce midi. Mais c'est dire, au début de mon test, je fais un start transaction, je fais mes trucs, et à la fin, un rollback. Je pense que là, ce sera dur d'être plus rapide, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans un navigateur et ça pose d'autres. Enfin, c'est un beau casse-tête, quoi. C'est un beau casse-tête. Mais j'ai fait un article dessus il y a quelques années, je sais pas s'il est encore frais. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne piste, quoi, pour ça. Compris. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Voilà, merci. Merci.